Philippine a été inhumée le vendredi 27 septembre 2024. Ce qu'a subi tragiquement Philippine ainsi que son histoire personnelle m'a rappelé un autre drame, celui d'Anne Lorraine en 2007. Il y a 17 ans. Il y a des points communs dans les deux drames et des choses différentes. Et si les points communs m'ont rappelé la mémoire d'Anne Lorraine, ces points communs nous aident dans le discernement de deux manières. Premièrement, ce qui est commun entre ces deux drames permet de mieux discerner ce qui aurait pu changer, ce qui aurait dû changer, et ce qui n'a pas changé. Deuxièmement, ce qui est commun permet d'isoler plus clairement le reste afin de mieux l'étudier. Cela nous permet d'observer dans une grande clarté que ces différences proviennent du fait que la situation en France s'est considérablement dégradée. N'oubliez pas de vivre. Souvenons-nous d'Anne Lorraine, c'était en 2007. Anne Lorraine Schmitt avait 23 ans. Issue d'une famille nombreuse de 5 enfants, Anne Lorraine a grandi dans la foi catholique et le scoutisme chez les guides et scouts d'Europe, et s'était dirigée vers des études de journalisme. Elle était surveillante à la maison d'éducation de la Légion d'honneur après y avoir été élève elle-même. C'est en quittant cette école pour rentrer chez ses parents que le drame se produit. Thierry Devéoglou, l'assassin d'Anne Lorraine, était un récidiviste. Il avait violé une autre femme en 1995, Valérie. Le 25 novembre 2007, dans la matinée, il se retrouve seul avec Anne Lorraine dans une voiture du RERD. Anne Lorraine se défend et l'assassin la poignarde de 34 coups de couteau. Elle est retrouvée 1 heure plus tard en gare de Creil, agonisante et baignant dans son sang. Elle décède de ses blessures. C'était en 2007, il y a 17 ans. Je me souviens qu'une messe publique avait été célébrée un soir à l'intention d'Anne Lorraine en l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Paris. Je ne connaissais pas Anne Lorraine, mais j'y étais allé. Je sais qu'il y avait également eu une messe de funérailles qui avait rassemblé 2000 personnes à la cathédrale de Senlis. Quand j'ai appris ce que Philippine a subi, je me suis souvenu d'Anne Lorraine. Et lorsque j'ai été informé de la messe de funérailles de Philippine à la cathédrale Saint-Louis à Versailles, j'y suis allé aussi. Je ne connaissais pas non plus Philippine. Mais venir à cette messe est un acte qui ne requiert aucune justification. Entre 2800 et 3000 personnes se sont rassemblées à la messe de funérailles de Philippine. La mort d'Anne Lorraine avait beaucoup marqué les Français et avait relancé le débat sur la récidive. Lorsqu'Anne Lorraine a été tuée, Philippine avait 2 ans, et la volonté naturelle de chacun était de pouvoir dire à une enfant comme Philippine « Je te promets que cela ne t'arrivera pas ». Le général Philippe Schmitt, le père d'Anne Lorraine, ne connaissait certainement pas Philippine, mais cette promesse, il l'avait faite sienne. Philippe Schmitt s'était rapproché de l'Association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels, ainsi que de l'Institut pour la justice, afin de faire avancer ses propositions de durcissement des règles sur la récidive. S'il y a bien quelqu'un qui a fait ce qu'il pouvait pour protéger Philippine pendant ces 17 années, c'est peut-être sans qu'il ne le sache lui-même, le père d'Anne Lorraine. Ce combat a trouvé des adversaires dans la justice française elle-même. En 2013 éclate l'affaire du mur des cons. Dans les locaux du syndicat de la magistrature était affiché un panneau, le fameux mur des cons, où étaient épinglés entre autres des parents de victimes. Sur ce mur des cons était affiché le visage de Jean-Pierre Escarfel, président de l'association de victimes que je viens de citer, et père de Pascal Escarfel, la première victime violée et assassinée par le récidiviste Guy Georges en 1991. Et sur ce mur des cons était aussi affiché le visage de Philippe Schmitt, le père d'Anne Lorraine. La présidente du syndicat de la magistrature, Françoise Martre, avait été condamnée pour injure publique. Dans cette affaire honteuse, le syndicat de la magistrature avait été soutenu par le syndicat national des journalistes et par certaines personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui avait inversé l'accusation et tenté de présenter le syndicat de la magistrature comme étant la victime, dénonçant la révélation du mur des cons comme une provocation monstrueuse contre les magistrats. Peut-être ne faut-il pas s'étonner qu'en 2024, au sujet de la mort de Philippine, le syndicat de la magistrature dénonce une surenchère xénophobe dans une affaire qui rappelle tant celle d'Anne Lorraine. En 2024, le syndicat de la magistrature semble plus concerné par les origines de l'assassin présumé de Philippine que par le fait qu'un magistrat ait libéré un criminel en pleine connaissance de sa dangerosité. Car 17 ans plus tard, Philippine s'est fait tuer par un récidiviste, libéré par un magistrat qui a écrit en le libérant que c'était une personne dangereuse et qu'il y avait un risque de réitération de faits délictueux. 17 ans. 17 ans pour mettre en place ce qui devait protéger Philippine.
17 ans d'échec, 17 ans de faillite française. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dit « C'est à nous, responsables publics, de refuser la fatalité et de faire évoluer notre arsenal juridique pour protéger les Français. » Mais ça fait 17 ans de retard. Ça suffit les promesses. Cette promesse avait déjà été faite quand Philippine n'avait que 2 ans. Dans ces promesses jamais tenues, Philippine a eu le temps d'avoir eu 19 ans, de se fiancer et de se faire assassiner par un autre récidiviste. Le ministre de la Justice Didier Migaud a dit être prêt à faire évoluer l'arsenal juridique pour que ce crime odieux ne puisse pas se reproduire. Mais ça, c'était déjà la volonté du père d'Anne Lorraine dès 2007. C'était son combat depuis la mort d'Anne Lorraine. Et pour cela, il s'était retrouvé épinglé sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. Didier Migaud a également déclaré que c'était pour lui un sentiment d'échec. Mais ce n'est pas un sentiment. La mort de Philippine est factuelle. Philippine est morte. Philippine n'épousera jamais Thibault. Philippine n'aura jamais d'enfants. Philippine n'emmènera pas ses enfants à l'école. Philippine ne sera pas la tata des enfants de ses frères et sœurs. Philippine ne votera pas aux prochaines élections. Et Philippine ne commentera pas la déclaration de Didier Migaud. Philippine est morte. Philippine n'enterrera jamais ses parents, pas parce que ses parents sont immortels, mais parce que Philippine est morte. Didier Migaud, avec son sentiment d'échec, prend la suite d'Éric Dupond-Moretti et son sentiment d'insécurité. La mort de Philippine est factuelle. Philippine est morte. L'insécurité est factuelle. L'échec est factuel. La faillite de l'État est factuelle. La mort de Philippine est le produit de 17 années d'échec. J'interpelle directement ceux qui ont la responsabilité de cet échec. Et pardonnez-moi ce trait d'esprit dans des circonstances aussi douloureuses et tragiques, mais 17 ans d'échec, ça signifie que dans 1 an, cet échec, il aura le droit de vote. Votre échec, il devient décideur. Votre échec décide de notre futur. Votre échec décide de la vie de nos proches, de nos parents et de nos enfants. Ce que nous révèle la comparaison entre le drame d'Anne Lorraine et celui de Philippine, c'est qu'il y a désormais des circonstances aggravantes dans la faillite de l'État français à protéger les Français. C'est-à-dire que non seulement l'État français a failli à protéger Philippine, mais l'État français a moins protégé Philippine qu'il n'avait pu protéger Anne Lorraine. Philippine le Noir de Carlan est né dans une famille nombreuse de 6 enfants. Catholique et engagé dans sa jeunesse chez les Scouts et Guides de France, après une scolarité dans le privé catholique, elle étudiait l'économie à l'université Paris-Dauphine. Comme Anne Lorraine, Philippine vivait profondément sa foi catholique et son dévouement envers les autres. Vendredi 20 septembre 2024, alors qu'elle devait rentrer au domicile de ses parents, Philippine est absente. Son corps sans vie a été retrouvé le lendemain, samedi 21 septembre, partiellement enterré dans le bois de Boulogne. Selon le rapport d'autopsie, Philippine est morte asphyxiée. Le suspect dont l'ADN a été retrouvé sur les lieux du crime serait un homme de nationalité marocaine déjà condamné pour un viol en 2019 à Taverny. Et c'est là que la comparaison entre Anne Lorraine et Philippine s'arrête et que la faillite de l'État français se trouve entachée de circonstances aggravantes. L'assassin d'Anne Lorraine était français, il vivait chez ses parents et avait un travail. L'assassin d'Anne Lorraine n'avait purgé qu'1 an de sa peine et avait été remis en liberté alors que le risque de récidive avait été évalué, à tort, comme peu probable. Le débat portait alors sur la durée des peines, le suivi des prédateurs sexuels après l'exécution de leur peine pour prévenir la récidive, et le fichage de ceux-ci pour les identifier plus facilement en cas de récidive. Taha Walida, l'assassin présumé de Philippine, n'aurait jamais dû croiser son chemin. Tout devait protéger Philippine. Né au Maroc, il était entré en France avec un visa touristique et après expiration de celui-ci, s'était maintenu illégalement sur le territoire. Déjà condamné pour un viol en 2019, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis le 18 juin 2024. Le 3 septembre 2024, un juge des libertés et de la détention a décidé de ne pas le maintenir en détention tout en écrivant que le risque de réitération de faits délictueux, et donc la menace de trouble à l'ordre public, ne peut être exclu. L'homme était assigné à résidence avec obligation de pointage, mesure qu'il n'a pas respectée et que l'État français n'a pas fait respecter. Là où le risque de récidive de Thierry Devey-Oglou avait été incorrectement sous-évalué, le risque de récidive de Taha Walida était correctement évalué, mais cela n'a pas empêché la levée de sa détention.
Et alors qu'il ne respectait pas son assignation à résidence, il n'a pas été arrêté. Alors que le premier résidait légalement en France, le second aurait dû quitter le territoire français dès 2019. La mort d'Anne Lorraine avait été le produit d'au moins 2 échecs. L'évaluation incorrecte du risque de récidive et le suivi inexistant ou insuffisant du prédateur. Non seulement rien n'a été fait pour que les échecs de 2007 ne se reproduisent pas, mais 17 ans après, c'est un millefeuille d'échecs qui se sont ajoutés pour conduire à la mort de Philippine. Il y a peut-être une seule chose qui n'a pas échoué dans la mort de Philippine, ce fut l'identification du suspect. Son ADN a été retrouvé sur les lieux du crime. Le fichage génétique des criminels sexuels était précisément l'un des combats du général Philippe Schmitt, le père d'Anne Lorraine, ainsi que de Jean-Pierre Escarfel. C'est précisément à cause de ce combat, ainsi que de celui contre le laxisme de la justice, que ces 2 personnes avaient été épinglées sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. Si la mort de Philippine n'a pas pu être empêchée par l'État français défaillant, peut-être le travail du père d'Anne Lorraine a permis d'empêcher le meurtrier de Philippine de faire d'autres victimes lors de sa cavale en Suisse. Je terminerai cette vidéo avec une mise en garde. Soyez attentifs à ce qui va se dire dans les années qui viennent, car nous ne sommes pas à l'abri de voir l'accusation s'inverser envers Philippine parce qu'elle aurait éventuellement refusé un viol. Depuis la mort d'Anne Lorraine, j'ai vu passer plusieurs publications qui dénonçaient le concept catholique de martyr de la pureté, défendant le fait qu'une femme qui se refuse à un viol serait la victime d'un patriarcat. L'idée dérangée derrière ce genre d'affirmation est que celui qui refuse le viol se réserverait à quelqu'un d'autre et serait donc victime de la domination de cet autre. On a vu des discours similaires être tenus lors des viols de Cologne en 2016, où certains discours féministes prétendaient que dénoncer le viol des femmes allemandes par des étrangers était raciste, partant du principe qu'une telle dénonciation suppose que ces femmes seraient réservées au viol à d'autres hommes. Le syndicat de la magistrature parle déjà de xénophobie pour qualifier la dénonciation du meurtre de Philippine par quelqu'un qui n'aurait jamais dû être sur le territoire, comme si le syndicat de la magistrature ne comprenait pas que ce n'est pas l'origine de la personne qui pose problème, mais que cette personne dépende d'une autre juridiction, et qu'aucun magistrat français ne devrait avoir à traiter les agissements de cette personne. Nous ne sommes plus très loin du moment où certaines personnes prétendront que la résistance éventuelle de Philippine à son agresseur serait un acte raciste, comme cela a été dit pour d'autres victimes avant elle. En 2018, Catherine Millet rejetait la responsabilité de la mort d'Anne Lorraine sur Anne Lorraine elle-même, prétendant qu'elle aurait sauvé sa vie si elle avait accepté le viol. Cette parole devait servir d'explication à un propos précédent où Catherine Millet avait dit « Je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée parce que je pourrais témoigner que du viol on s'en sort. » Je sais pas s'il faut commenter. Dans ses propos, Catherine Millet accusait l'éducation catholique d'Anne Lorraine et prétendait lui donner une leçon de catéchisme posthume. Catherine Millet faisait fi du témoignage de Valérie, première victime de l'assassin d'Anne Lorraine qui avait déclaré à propos de son violeur qu'elle avait toujours eu l'intime conviction que, le jour où il recommencerait, quoi que la victime fasse, elle n'aurait aucune chance. Comme pour Anne Lorraine, Philippine était la 2e victime, et le bourreau avait déjà été condamné et savait ce qu'il encourait. Se servir de l'issue d'un premier crime pour prévoir l'issue d'un second n'a pas de sens. Un deuxième acte n'est pas le même qu'un premier. C'est pourquoi la récidive est elle-même une circonstance aggravante qui peut faire doubler la peine. Comme pour Anne Lorraine, certaines personnes n'hésiteront pas à accuser Philippine d'être responsable de sa propre mort, ou à prétendre que c'est sa foi catholique qui l'a tuée. Certains discours féministes disent déjà que celui qui refuse un viol est responsable de sa propre mort. Certains disent déjà que parce que Philippine est catholique, sa mort n'est pas à plaindre. Il est également probable que la famille de Philippine soit écartée de la reconstitution comme cela s'était passé pour la famille d'Anne Lorraine. Entre le moment où j'ai commencé à rédiger cette vidéo et le moment où je la produis, nous avons appris la mort de Kylian, tué à 17 ans d'un coup de couteau près de Bayeux. Ça ne s'arrête pas. On ne peut déjà plus faire la liste de toutes ces victimes, mais surtout, nous sommes tous personnellement affectés par ces drames. Quand on n'a pas été victime ou témoin soi-même d'un tel acte, nous avons tous au moins, dans notre entourage proche, quelqu'un qui a été ne serait-ce que témoin oculaire d'un coup de couteau ou d'un autre acte aussi barbare. Kylian avait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'Anne Lorraine a été tuée et que je vois des promesses non tenues. Kylian a été tué au couteau, comme Thomas, comme Morane et Laura, comme Anne Lorraine.
Philippine a été tuée par quelqu'un qui n'aurait jamais dû être sur le sol français, comme Lola, comme le père Olivier Maire. Philippine a été tuée par un récidiviste, comme Anne-Lorraine et Céleste. Et je ne peux pas énumérer toutes les victimes. Le temps que je le fasse, d'autres s'ajoutent déjà à la liste, et ce n'est pas une figure de style. 17 ans d'échec, ce ne sont pas des faits divers. C'est un dysfonctionnement profond et systémique. L'État français est en récidive. Afin de m'associer au deuil, et c'est là quelque chose de très personnel que je vous propose, et c'est une affaire de foi. Je partage avec vous, et à destination de Philippine, d'Anne-Lorraine et de toutes les autres victimes, la parole que j'ai sur les lèvres à chaque enterrement auquel je participe. Cette parole est tirée du livre d'Ézéchiel, au chapitre 16 dans l'Ancien Testament. Ce chapitre est particulier parce que la Trinité tout entière y est manifestée. Cette parole explique pourquoi, alors que le mal promet la mort, la vie triomphe pourtant. Cette parole nous rappelle que nous sommes faits pour une vie incarnée, et que c'est là que se trouve notre perfection. C'est la parole de résurrection que Dieu prononce à Jérusalem, c'est-à-dire à l'Église et l'humanité tout entière, alors qu'elle est telle un nouveau-né, nu, baignant dans son sang à même le sol, et abandonné par ses parents, c'est-à-dire abandonné par ceux qui ont la responsabilité de sa survie. Vous pouvez y voir là toute la défaillance et l'abandon du système judiciaire, du système médical et d'autres services défaillants de l'État français qui conduisent à la mort prématurée de nos proches. Et alors que nous sommes tels une enfant abandonnée, alors qu'il semble qu'il n'y a pour l'humanité pas d'autre issue que la mort, Dieu, le Père, passe auprès de cet enfant abandonné et lui dit « Vis dans ton sang ». Si vous êtes croyant, catholique, que vous croyez donc dans la communion des saints, vous savez que cette parole, vous pouvez la prononcer aujourd'hui. Vis dans ton sang. Quand vous prononcez cette parole avec Dieu, vous êtes non seulement présent, mais vous êtes acteur, participant de la résurrection d'Anne-Lorraine, de Philippine et de tous ceux que vous pleurez. Vous serez méprisé, haï et attaqué pour cette foi. Mais soyez-y fidèles, priez pour Philippine et n'oubliez pas de vivre.